Nous sommes le 12 août. Les vents du changement dans le monde continuent de souffler à une vitesse fantastique. Il se passe énormément de choses et Transition Protocol est là pour vous apporter les faits qui sous-tendent tout cela. Des faits que les gens ne voient pas forcément. Les médias traditionnels ne veulent pas que vous les voyiez. Leur motivation est claire. Les médias indépendants, eux, n'ont pas cet accès. Nous avons le privilège, l'honneur d'y avoir accès et nous vous l'apportons avec autant de clarté que possible dans cette discussion. Et je suis accompagné de mes très chers amis et collègues, Pepe Escobar, reporter reconnu dans le monde entier, et Larry Johnson, analyste militaire reconnu dans le monde entier. Si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Rendez-vous sur notre chaîne Substack pour une somme très modique de $5 par mois. Nous vous enverrons tout cela directement dans votre boîte mail 2 fois par semaine. Alors Pepe ou Larry, allez-y. Oui, je vais commencer. Nous vivons une époque, disons, fascinante. Malgré les menaces belliqueuses de Donald Trump et la désinformation persistante, venant non seulement de Donald Trump, mais aussi de membres de son administration comme Scott Bessent, la guerre avec l'Iran est en suspens, du moins pour l'instant. En fait, il semble que Trump se soit convaincu que la situation économique de l'Iran est si désastreuse qu'il suffit de continuer à faire pression sur cette économie pour provoquer l'effondrement de l'Iran. Et dans cette logique, Scott Bessent a dit l'une des choses les plus remarquablement stupides qu'un secrétaire au Trésor puisse dire, parce qu'il a affirmé « Oh, le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran, ça ne durera pas longtemps. » On va construire d'autres pipelines qui permettront de faire sortir tout le pétrole. L'Iran n'aura aucun contrôle. Et là, c'est genre, mec, tu ne te rends pas compte que 25% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié passe par le Golfe Persique? Ça, c'est coupé. Entre 30 et 40% de l'approvisionnement mondial en hélium, j'ai entendu 2 chiffres différents, un ingrédient essentiel pour fabriquer des puces électroniques et pour sceller les disques durs, vient du Golfe Persique. L'urée et le soufre, tous deux des ingrédients essentiels des engrais, et le soufre intervient aussi dans plusieurs autres procédés industriels, représente 30 à 35% de l'approvisionnement mondial. Et aucun de ces 4 produits ne peut passer par un pipeline. Alors oui, construisez votre oléoduc, faites sortir le pétrole par un autre point de passage. Si le détroit d'Ormuz est toujours fermé, ou si vous continuez, vous savez, à ne pas reconnaître qu'il est entièrement sous le contrôle de l'Iran, l'Iran conserve quand même des atouts majeurs. Donc l'Iran n'est pas dans une situation économique aussi précaire que l'Occident aime à l'imaginer. Parce qu'en réalité, il a désormais la Russie et la Chine, ainsi que le Pakistan, comme partenaires commerciaux à part entière. La route du Nord, via la mer Caspienne, est ouverte. La route Est-Ouest, par les anciennes et nouvelles routes de la soie, est ouverte. Les routes commerciales allant des ports pakistanais vers l'Iran sont ouvertes. Donc l'idée que l'Iran est sous blocus et ne peut recevoir aucune aide est tout simplement ridicule. Cela nous amène à toute la question de l'accord de la Mecque. Moi, je l'appelle l'Organisation du traité du Moyen-Orient, qu'on peut ensuite raccourcir en disant « moi aussi », vous voyez. C'est l'organisation « moi aussi ». Donc sur le papier, la Turquie apporte la plus grande armée conventionnelle de la région. Le Pakistan apporte une puissance nucléaire établie. L'Arabie saoudite apporte le chéquier. C'est cet ami très riche que vous avez, qui vous invite au restaurant et paye tout. Mais dès qu'il s'agit de faire quoi que ce soit de concret ou d'utile, il ne sert à rien. La seule chose à laquelle les Saoudiens sont bons, c'est fournir de l'argent, sans compter qu'ils produisent beaucoup de pétrole. À première vue, j'accorde beaucoup d'importance à l'endroit où l'accord a été signé.
I put a lot of importance in where the agreement was signed. Because if this was just your normal government agreement, Parce que si ça avait été un simple accord gouvernemental classique, ils l'auraient signé à Riyad, la capitale. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont signé à la Mecque. Et c'était, je pense, pour faire passer le message qu'il s'agissait d'un accord entre musulmans. Cela étant dit, ils auraient juré « Une attaque contre l'un est une attaque contre tous ». Or, Ansar Allah a mené des attaques répétées contre l'Arabie Saoudite. Avant la signature de l'accord de la Mecque, de l'accord Moi aussi, quand il n'y avait qu'un accord bilatéral entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, puis maintenant, après la signature des trois. Et à chaque fois, en réponse à ces attaques outils contre l'Arabie Saoudite, la réponse de la Turquie et du Pakistan a été zéro, rien, le silence, aucune réaction. Alors il faut se demander contre qui est-ce dirigé. On peut se dire, est-ce qu'ils envisagent de le faire contre l'Iran? Eh bien, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a très clairement indiqué que non, l'Iran n'était pas à l'ordre du jour. Donc le potentiel, c'est contre Israël. Mais je veux souligner un problème avec la Turquie. Ces derniers jours, elle a proféré, en gros, des menaces contre la Russie, parce que la Russie a fermé les ports d'Odessa, de Nikolaïev et de la mer Noire à l'Ukraine. Cela revient en gros à étrangler économiquement l'Ukraine. Et maintenant, la Turquie se réveille soudainement. Oh mon Dieu, la Russie perturbe la navigation en mer Noire. Et la Russie les regarde en disant « Vous n'avez pas dit un putain de mot l'an dernier quand nos navires étaient attaqués. » Donc en gros, l'attitude de la Russie envers la Turquie, c'est « Fermez-la ». Nous allons nous protéger. Et si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. La Turquie doit donc déterminer si elle veut une confrontation avec la Russie ou non. Et pour remettre ça dans son contexte, vous savez, une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Est-ce qu'on va alors voir le Pakistan et l'Arabie Saoudite s'aligner pour unir leurs forces à celles de la Turquie contre la Russie? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient ce genre d'instinct suicidaire. Une dernière observation sur la direction que prend la situation mondiale. En ce moment, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, malgré les affirmations de Donald Trump. Hey, c'est ouvert. Nous avons le contrôle. C'est pas ouvert. Les États-Unis n'ont pas le contrôle. Mais sur l'ensemble du front Russie-Europe, nous avons vu quelques évolutions intéressantes. Premièrement, les responsables militaires britanniques prennent contact avec la Russie et disent « Hey, vous savez quoi? Nous devrions discuter. Est-ce qu'on peut se retrouver et commencer à avoir des conversations? » Et les Russes se disent « On va y réfléchir. » Mais hier, quand Vladimir Poutine était avec la flotte russe dans le Pacifique, il leur a donné l'autorisation. Il a dit, vous savez quoi? Tous ces Européens qui harcèlent nos navires dans l'Atlantique, vous avez carte blanche. Affrontez-les, éliminez-les, arrêtez-les, occupez-les. Alors maintenant, on va voir cette guerre que l'OTAN mène contre la Russie entrer dans une toute nouvelle dimension. Parce que vous allez voir la flotte russe dans le Pacifique arrêter des navires britanniques, des navires français, allemands, espagnols, italiens. Et les Européens vont... Qu'est-ce qu'ils peuvent y faire? Écrire une lettre de protestation ferme. D'accord, désolé, c'est tout. Okay, sorry. That's it. Okay, thanks Larry, thanks Mr. Z. D'accord. Merci Larry. Merci Monsieur Z. Bon, d'accord. Permettez-moi de commencer sur une toute autre note. Oui, avec mes lunettes à rayons X. Et vous savez pourquoi? Parce que je viens tout juste de regarder l'éclipse ici, au pays de l'OTAN, en pleine campagne, à quelques minutes de chez moi. Je suis allé à pied dans un champ de blé dégagé, avec des boissons bien sûr. Ma femme et moi, nous avons regardé l'éclipse. Nous avons parlé de l'irrélevance absolue de cette course, comparée à un moment cosmique phénoménal comme celui-là. Et maintenant, me voilà de retour pour vous parler de l'accord de la Mecque. Ça remet les choses en perspective, vous ne trouvez pas?
So this puts things in perspective, don't you think? When you are reduced to your infinite Quand vous êtes réduit à votre pertinence infinitésimale dans le grand ordre des choses. Bon, pour être un peu moins métaphysique et plus elliptique, l'accord de la Mecque, comme Larry l'évoquait, donne lieu à des milliards d'interprétations. Alors qu'il s'agit essentiellement d'une séance photo, la signature de 3 dirigeants devant la Mecque, avec la photo incontournable des 3 regardant la Mecque à travers une vitre. Cela évoque littéralement Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, parce que ce sont des images en miroir de la réalité. Ce n'est pas la réalité elle-même. En réalité, nous sommes en plein milieu, au cœur d'une énorme mise en scène. Et ce sont des acteurs secondaires d'une messe bien plus vaste. Eh bien, qu'est-ce qu'ils comptent faire de cette Mecque, exactement? Pas Riyad, pas Islamabad, la Mecque. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que l'Oumma soutient cet accord? Non, certainement pas. L'Oumma soutiendrait un pacte ou un accord concernant Gaza, ou visant à sauver Gaza de l'anéantissement, ou à sauver la Palestine de l'extermination par le culte de la mort. Mais ces acteurs mineurs, qui en théorie appartiennent à l'Oumma, le mieux qu'ils trouvent à proposer, c'est une séance photo autour d'un accord sunnite, façon article 5 de l'OTAN. Est-ce que cela va être mis en œuvre? Très peu probable. Qui ou quoi dictera ce qui se passera ensuite? La géographie. Et l'histoire est façonnée par la géographie. La Turquie va-t-elle sacrifier ses liens avec l'OTAN et le fait qu'elle en est le bras oriental pour sauver l'Arabie saoudite si celle-ci recommence à faire n'importe quoi contre le Yémen? Non. Le Pakistan va-t-il sacrifier son statut de puissance nucléaire et sa nouvelle crédibilité de médiateur entre l'Iran et les États-Unis pour sauver l'Arabie saoudite, la maison des Saouds, si elle recommence à faire n'importe quoi contre le Yémen? Non. Alors, à quoi sert ce pacte? Est-ce une sorte d'avertissement face à un éventuel empire du chaos, une alliance de culte de la mort qui chercherait à frapper la Turquie, alors que le culte de la mort lui-même diffuse déjà en direct? Notre prochain ennemi, c'est la Turquie. Peut-être. Est-ce contre l'Iran? Absolument pas. Is this against Iran? Definitely not. And complementing what Larry said, Hakan Fidan, Et pour compléter ce que Larry a dit, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a déclaré officiellement que Ankara avait parlé à Téhéran avant la signature à la Mecque. Donc en théorie, les Iraniens savent de quoi il s'agit, et peut-être même ce que disent certaines clauses en petits caractères. Et puis, il y a un élément particulièrement important sur le plan géopolitique, l'ambiguïté du Pakistan. En pratique, n'importe qui peut interpréter cela comme une extension par le Pakistan de son parapluie nucléaire, à la fois à la Turquie et à l'Arabie saoudite. C'est un scénario tout à fait plausible, possible, solide. Nous ne le savons pas, parce que personne n'a lu les petits caractères. Personne n'a réellement lu le document qui établit cet accord de la Mecque, de type sunnite. Le maximum d'informations internes dont nous disposons tous, c'est que cela vise à créer de la dissuasion. Mais une dissuasion contre qui? Donc, tout dépend du regard de celui qui observe. Et les observateurs, ça court à être l'ensemble du Sud global, ou même la planète entière d'ailleurs. Bon, ce pacte de la Mecque, il est dirigé contre qui? Personne ne le sait vraiment avec certitude. Il donne un peu de marge de manœuvre à la maison des Saouds, qui est toujours en train de ménager ses options, évidemment. Ils sont dans une situation désespérée. Les Yéménites leur ont déjà dit, directement et indirectement, si vous commencez à faire les malins contre nous, on va vous faire du James Brown. Et vous savez, Papa's got a brand new bag contre vous. Comme dans les années 60, Motown, Atlantic, Stax est le meilleur de la musique américaine faite par les Noirs aux États-Unis, soit dit en passant. Donc voilà notre nouveau rythme en tant que Yémen. Vous allez perdre l'oléoduc Est-Ouest.
You're going to lose East-West Pipeline, you're going to lose Yanbu, you're going to lose everything. Vous allez perdre Yanbu. Vous allez perdre tout ce qui transite au nord ou au sud de la mer Rouge. Vous allez perdre le détroit de Bab el-Mandeb. Vous allez perdre tous vos puits de pétrole. Vous allez tout perdre. Alors, apparemment, l'Arabie saoudite a reçu le message. Est-ce que ce pacte va influencer d'une quelconque manière Ansar Allah et les forces armées yéménites? Encore une fois, non. Donc, nous avons cette formidable séance photo. Nous avons cette interprétation fascinante. Le Pakistan, avec un effort minimal, a gagné une crédibilité supplémentaire dans l'ensemble de l'Asie occidentale, non seulement auprès de l'Arabie saoudite et du reste du CCG, mais aussi auprès de la Turquie. Mais est-ce que cela signifie qu'il s'agit d'une sorte d'alliance sur le modèle de l'OTAN? Pas vraiment. Pas vraiment. Not really. It's, we can call it theatrical. On peut appeler ça une dissuasion théâtrale, comme titre pour l'ensemble. Eh bien, avant l'éclipse et avant notre podcast, j'écrivais la première partie d'une longue analyse sur le nouveau grand jeu. Je suis sûr que vous vous souvenez tous du grand jeu originel, l'Empire russe, l'Empire britannique, de la fin du 19e siècle jusqu'aux toutes premières années du 20e, jusqu'en 1904, 1905 au plus tard. Quand les Britanniques sont arrivés au Tibet, pensant y trouver une armée russe, ils ont trouvé exactement 3 Russes à Lhasa. Donc c'était plus ou moins la fin du grand jeu. Mais bien sûr, le MI6 n'a jamais oublié le grand jeu, parce qu'ils ont instinctivement une profonde haine métaphysique de tout ce qui est russe. Metaphysical hatred of all things Russian. So the new great game today is not only Donc le nouveau grand jeu, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Britanniques, les Américains et les élites anglo-américaines contre la Russie. C'est contre 3 États-civilisations à la fois, l'Iran, la Russie et la Chine. C'est là que nous, vous savez, nous faisons demi-tour. Nous empruntons un rond-point non euclidien et nous revenons une fois de plus à la guerre contre l'Iran. Et nous revenons une fois de plus au détroit d'Ormuz, éclipsé. Éclipsé pour les Américains, pas pour les Iraniens. Surtout maintenant que le principal personnage mis en avant n'est autre que Mohsen Rezaei, qui a 2 nouvelles fonctions. La première, c'est quelque chose qu'il avait déjà auparavant, en tant que commandant des gardiens de la Révolution. Il faisait partie du Conseil suprême de sécurité nationale. Mais désormais, il en est le secrétaire, pour la prochaine étape de la résistance iranienne face aux Américains. resistance vis-à-vis the Americans. And the second job is the one that kills it. Et c'est cette deuxième fonction qui est décisive. Il est le représentant personnel du guide Mojtaba Khamenei. Donc, si l'un d'entre vous lit un tweet de Mohsen Rezaei sur X, cela signifie que ce message ou ce qu'il dit est personnellement approuvé, qu'il porte le sceau d'approbation du guide suprême Mojtaba Khamenei. Et même avant cela, il s'agit d'une interview que Mohsen Rezaei a accordée aux médias iraniens samedi dernier, avant d'être nommé secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale et avant de devenir l'homme de confiance du guide Mojtaba Khamenei. Je vais donc vous la lire. J'ai obtenu une excellente traduction anglaise à partir du persan original. Et ce qu'il dit sur le détroit d'Ormuz est assez remarquable. And it's quite outstanding what he says about the Strait of Hormuz. So I'm going to read this to all of you because Je vais donc vous lire ceci à tous, parce que c'est pertinent pour notre discussion. Sur la question du détroit d'Ormuz, qu'il cesse de créer de l'insécurité, qu'il nous permette, selon nos propres dispositions, de mieux aider le commerce mondial que par le passé. Car ce n'est pas seulement notre propre sécurité qui compte pour nous, mais aussi celle du commerce mondial. Nous agissons de manière responsable dans ce théâtre de nos opérations. Cela signifie que nous voulons préserver notre sécurité ainsi que la sécurité mondiale. Nous agissons donc dans ce théâtre de nos opérations de manière plus responsable que l'Amérique. Mais puisqu'ils créent de l'insécurité, et il fait bien sûr référence au blocus américain, ils empêchent ce commerce de véritablement s'ouvrir. they are preventing the strait from truly opening. As soon as they implement these clauses and Dès qu'ils mettront en œuvre ces clauses, et là, il fait référence au protocole d'accord, aux 5 clauses prévues dans le préambule de l'accord,
C'est ainsi que Mohsen Rezaï désigne ce protocole d'accord, qu'ils avaient commencé à appliquer pendant 3 ou 4 jours. Avant d'y renoncer, nous y verrons le signe d'un changement de comportement. Tant que nous n'aurons pas ce signe de changement de comportement, le détroit d'Ormuz restera fermé. Cela nous amène donc à la question essentielle. Larry, Monsieur Z, et vous tous qui nous écoutez, y a-t-il le moindre élément indiquant que les Américains vont changer de comportement, non seulement concernant le détroit d'Ormuz, mais aussi concernant tout ce qu'ils avaient signé dans le protocole d'accord et qu'ils ont décidé de ne pas faire en le faisant exploser? Et la réponse, comme vous le savez tous, est non. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'au fond, c'est encore une guerre sans fin. C'est tout à fait possible. Parce qu'il n'y a absolument aucune chance que l'administration Trump, ou même la prochaine administration à la Maison-Blanche, se plie aux exigences iraniennes, respecte les engagements qu'ils ont signés, les Américains comme les Iraniens, dans le protocole d'accord. Et tout simplement, ils ne peuvent pas admettre qu'ils doivent rendre son argent à l'Iran, sans parler de lever les sanctions contre l'Iran, dont certaines remontent à 47 ans. C'est politiquement impossible, géopolitiquement impossible et impérialement impossible que tout cela arrive. Alors pardon, parce que apparemment je reviens à un raisonnement circulaire qui nous dit que cette situation n'a pas d'issue, qu'il n'y a pas de porte de sortie pour cette guerre. Les gars, c'est bien ça? Ou est-ce que je suis sous l'influence du soleil obscurci là-haut? Non, je pense que vous avez vu juste. En fait, laissez-moi vous lire le dernier message de Donald Trump sur Truth Social, parce qu'il montre à la fois comment il voit cette situation avec l'Iran et à quel point cet homme est délirant. Il a écrit, je cite, et c'était il y a environ 4 heures. Donc il l'a publié, oui, il y a environ 4 heures. Les États-Unis contrôlent totalement le détroit d'Ormuz. Je pense que nous allons le conserver. Tout le monde qualifie notre blocus naval de mur d'acier, et l'Iran ne peut absolument rien y faire. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de force aérienne. Leurs soldats restants ne sont pas payés. Les gardiens de la Révolution sont décimés et en fuite, et leur direction est au mieux incertaine. Ils n'ont pas d'argent, leur pays est foutu. Tout ce qu'ils ont, ce sont de fausses informations et une inflation de 300% qui ne fait qu'empirer. L'Iran, ce ne sont que des paroles, pas des actes. La brute du Moyen-Orient ne l'est plus. Louange à Allah, président Donald J. Trump. Vous savez, quand je lis ces mots, l'expression « trou du cul de cheval » me vient à l'esprit tant Donald Trump est stupide. Alors c'est quoi? Le détroit d'Ormuz est bloqué ou il est ouvert? Parce que Trump a dit « Et les États-Unis ont le contrôle total ». Donc si le détroit d'Ormuz est désormais fermé, ce n'est pas la faute de l'Iran, c'est la faute des États-Unis. Et comme je l'ai dit plus tôt, à propos de la stupidité de Scott Bessent, il pense que tout tourne autour du pétrole. Ce n'est pas seulement une question de pétrole. Et encore une fois, le pétrole ne sort pas. Seule une fraction passe par Yanbu. Et même cela est incertain. À cause des efforts des Houthis pour fermer les exportations de pétrole saoudien qui passent par la mer Rouge. Mais les pénuries de gaz naturel liquéfié, d'hélium, d'urée, de soufre, elles ont des effets très négatifs, restons diplomates, sur l'économie mondiale. Et la situation ne va pas se redresser de sitôt. Donc, plus cette perturbation du trafic maritime au départ du détroit d'Ormuz durera, plus le risque grandira. Pas seulement celui d'une récession mondiale. Une récession mondiale est déjà en cours. C'est juste que les statistiques économiques, celles qui permettent de l'identifier officiellement, n'ont pas encore rattrapé ce qui se passe sur le terrain. Mais une fois qu'elles l'auront rattrapé, la prochaine menace qui se profilera sera celle d'une dépression mondiale. Pas seulement une récession, une dépression mondiale.
Et les pénuries de pétrole sont bien réelles. Par le passé, les pays pouvaient puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour en atténuer les effets. Cette capacité va elle aussi disparaître. Donc à ce stade, toutes les actions de Trump ne font qu'aggraver une crise économique mondiale. Eh bien, permettez-moi d'ajouter à mes remarques qui reflètent les informations que j'ai reçues. Elles vont apporter un éclairage différent sur ce qu'ont évoqué Pepe et Larry, et je les soutiens entièrement, totalement. Rien de ce que je vais dire ne différera de quelque manière que ce soit de leur interprétation. J'apporte simplement une autre perspective. Cette perspective me vient d'Islamabad. Elle vient d'un point de vue de l'intérieur du bureau du guide suprême iranien, qui me parvient là encore via Islamabad, ainsi que par les contacts que de hauts responsables pakistanais entretiennent avec l'Arabie saoudite et la Turquie. Et la voici. Mohsen Rezaei est évidemment une personnalité très influente, et son ascension est considérée au Pakistan comme un atout majeur pour les relations entre le Pakistan et l'Iran. Dès son arrivée au pouvoir, Mohsen Naqvi, une figure politique très importante au Pakistan, s'est rendu sur place, il l'a rencontré en personne, ils ont eu un long entretien, et il a ensuite rencontré d'autres dirigeants iraniens. Mohsen Naqvi est la personne la plus importante parmi les dirigeants pakistanais. Même s'il est dans l'armée, c'est Asim Munir. Tout le monde le sait. Mohsen Naqvi et Asim Munir sont liés. Ils ont des liens familiaux étroits. Mohsen Naqvi est aussi un proche parent du plus haut dignitaire religieux chiite du Pakistan. Et ce dignitaire est lui aussi très vénéré en Iran. Et il s'appelle aussi Naqvi. C'est l'Allama Naqvi. Et les dirigeants iraniens ont beaucoup de respect pour lui. Donc, le fait que Mohsen Naqvi soit allé rencontrer Rezaei immédiatement, dès son arrivée au pouvoir, et qu'il ait passé beaucoup de temps avec lui, puis qu'il ait aussi parlé avec plusieurs dirigeants iraniens, avant de revenir au Pakistan et de faire un compte-rendu à tout le monde. Ensuite, on m'informe qu'une délégation, conduite par Araghchi, pourrait arriver d'ici quelques jours. Et plus important encore, la semaine prochaine, Khalifat viendra, la deuxième personnalité la plus importante d'Iran. Il amène une importante délégation, composée de 21 membres. Et le fait est qu'ils sont étroitement alignés avec le Pakistan sur un certain nombre d'initiatives. D'après les informations dont je dispose, les progrès entre l'Iran et le Pakistan, et entre l'Iran et les États-Unis, ne sont pas aussi visibles qu'ils devraient l'être. Et c'est volontaire, c'est délibéré. Car selon des personnes informées, les États-Unis, comme le Pakistan, considèrent que Israël, ce culte de la mort, comme nous l'avons qualifié, à juste titre, s'oppose très activement à toute relation entre l'Iran, le Pakistan et les États-Unis qui conduirait à la paix. Je veux dire, ce n'est évidemment pas quelque chose dont les gens ignorent l'existence. Mais on me dit qu'il existe désormais des renseignements actifs indiquant que le lobby sioniste mondial s'emploie très activement à faire dérailler tout progrès. Donc les progrès accomplis ne sont pas visibles aux yeux d'analystes comme nous. Mais on me dit aussi que des progrès sont en cours. On me dit également que le bureau de J.D. Vance est très impliqué. Et on me dit que dès la semaine prochaine, il y aura une annonce qui ira dans le sens de ces progrès. Elle serait suivie de pourparlers indirects entre le Pakistan, l'Iran et les États-Unis, le Pakistan jouant le rôle d'intermédiaire et le Qatar, celui d'acteur de soutien. Cela conduirait à une désescalade des hostilités. Du point de vue de l'Iran, cela mènerait à une paix durable. Israël n'a aucun intérêt à mettre fin aux hostilités. Ils ne veulent absolument pas que cela arrive. Tout le monde doit savoir très clairement qu'ils ne cherchent pas à conclure rapidement un accord.
Tout le monde doit savoir qu'ils sont capables de faire durer cela aussi longtemps que nécessaire. Pas des semaines ou des mois, aussi longtemps que nécessaire. Parce que le Pakistan a ouvert tous ses canaux à l'Iran. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment important. Le port de Gwadar est ouvert. La route terrestre est ouverte. La route qui passe par le Baloutchistan est ouverte. Et les liens se renforcent. Donc l'Iran n'est pas pressé de parvenir à un accord. La Chine soutient pleinement l'Iran. Le pacte de la Mecque, même si ce que mes collègues ont rapporté est tout à fait exact, mais on m'informe. Enfin, évidemment, ce que je vous dis, d'après ce que je sais, c'est que la relation est plus profonde qu'elle n'en a l'air et que l'ambiguïté stratégique est très 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 réelle. Et non, aucun de ces pays ne sera autorisé à être menacé dans son existence. Il va y avoir beaucoup de coopération, de partage de renseignements, de coopération militaire ainsi que de coopération économique. Donc, mes informations sont un peu différentes. Elles donnent un éclairage différent. Et je suis plus optimiste quant au fait qu'un arrangement puisse être trouvé dans les prochains jours, pas dans un avenir lointain, mais dans les prochains jours. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, M. Z est plein d'espoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut mesurer cet optimisme, notamment par rapport à Mohsen Rezaei. Voilà l'homme. Tout ce qu'il dit compte parce que cela vient directement du guide, Mustafa Khamenei. Et le petit extrait que je vous ai lu à tous, à vous notre public, concernant son interview avant ses 2 nouvelles fonctions, le place tout en haut. En fait, il est désormais le 2e personnage le plus puissant d'Iran. Kalibaf est maintenant numéro 3. Oui, c'est très important. C'est une très bonne chose que Kalibaf puisse se rendre à Islamabad à la tête d'une très importante délégation, probablement la semaine prochaine. Ce voyage devait avoir lieu cette semaine. Nous l'avions déjà indiqué, n'est-ce pas? Il a donc été légèrement reporté, mais le voyage aura probablement lieu. Mais encore une fois, ce dont Kalibaf va discuter avec les dirigeants pakistanais, c'est essentiellement de savoir s'il y a la moindre chance, au ciel ou en enfer, de faire comprendre aux Américains que s'ils ne changent pas de comportement, pour reprendre les mots mêmes de Mohsen Rezaei, il est absolument impossible de seulement commencer à rêver d'une reprise des négociations. Et évidemment, cela ne dépend pas exclusivement des médiateurs pakistanais, avec l'aide des Qataris, des Omanais, peut-être même une aide indirecte de la Turquie, et bien sûr de la Chine en arrière-plan. Non, cela dépend de ce qui se passe au sein d'une administration Trump très désorganisée, avec un secrétaire aux guerres sans fin absolument incompétent, et un président qui, comme ce que Larry a lu de Trump sur les réseaux sociaux, parle de lui-même. Vous n'avez même pas besoin de commenter ça. C'est complètement déconnecté de la réalité. Est-ce que les Pakistanais peuvent faire quoi que ce soit pour changer cela? Non, malheureusement. Et c'est ça l'énorme problème. Et maintenant, avec un président désorienté, qui va devoir en gros répondre à certains tweets de Mohsen Rezaei, il a son propre compte X, et il tweetera, publiera ou xera pratiquement tous les jours. Trump va devoir répondre à des paroles, des faits et des actes portant le sceau du guide suprême iranien. Est-il à la hauteur de cette tâche? Bien sûr que non. Il ne comprendra même pas ce que Mojtaba essaiera de dire par l'intermédiaire de Mohsen Rezaei. Nous entrons donc, une fois de plus, dans le tourbillon de la possibilité de nouvelles négociations. La bonne volonté des médiateurs pakistanais là-dessus, aucun doute. Probablement un peu de bonne volonté du côté des Qataris, et oui, de la part des Omanais. La Turquie, on ne sait pas, parce qu'elle reste toujours ambiguë. Et bien sûr, depuis longtemps, au moins l'Arabie saoudite ferme sa gueule et ne se mêle de rien. Est-ce que ça suffit pour avancer? Encore une fois, malheureusement non.
Donc, le mieux qu'on puisse espérer, c'est que cette éventuelle visite de Kalibaf au Pakistan, peut-être la semaine prochaine, soit une sorte de passe désespérée à l'iranienne, pour convaincre les Américains que leur seule porte de sortie, celle qui leur évite une humiliation totale, c'est de revenir à la table et d'en discuter avec nous. Mais comment faire comprendre cela aux Américains? Et je laisse la question ouverte à vous deux, Monsieur Z et Larry. And I leave the question open to both of you, Mr. Z and Larry. Larry, pourquoi ne pas commencer? Non, je vais d'abord vous laisser la parole. Je dois évidemment m'en remettre à ce que j'entends, messieurs, parce que c'est ma source d'information, et j'ai confiance en cette source. Et surtout, ces hommes sont dans la pièce. Ils participent à ces discussions. J'ai eu des informations de quelqu'un qui a été débriefé par Mohsen Naqvi. C'est très, très important. Et ce débriefing indique que Mohsen Rezaei, clairement le numéro 2, parle clairement au nom de Mojtaba Khamenei, parle clairement au nom de la direction et est très nettement favorable au rôle que le Pakistan a joué. Mais ce n'est pas la question, Monsieur Z. Je suis désolé, mais ce n'est pas la question. Désolé, je dois répéter ce que je viens de dire. Même avec toute la bonne volonté et le travail acharné des médiateurs pakistanais, ils ont promis de convaincre les Américains de tout cela. Et personne au monde ne peut y parvenir. Eh bien, j'y venais, Pépé. Et eux estiment qu'ils survivront à ce bambin malfaisant qu'on devrait obliger à rester dans un bac à sable. Oui. Enfin, je comprends qu'ils puissent l'espérer, mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes cartes en main. Écoutez, sur ce point, nous n'avons aucun doute quant à l'authenticité ou à la fiabilité des renseignements que vous recevez. Mais vous savez, Pépé et moi, nous l'abordons du point de vue de ce que j'appellerais le renseignement toute source. Parce qu'il faut aussi comprendre comment le Pakistan voit les choses. C'est comme cette vieille histoire des 9 aveugles et de l'éléphant. Chacun en touche une partie différente. Et chacun est totalement convaincu que la partie qu'il perçoit, c'est la réalité. Mais elle n'englobe pas l'ensemble. Et il y a clairement, disons, des activités qui se déroulent en coulisses. La question est la suivante. Donald Trump se positionne-t-il de façon à être prêt à faire les concessions que l'Iran exige? Les positions de l'Iran concernant la réouverture du détroit d'Ormuz ne sont pas des suggestions. Ce ne sont pas des positions de négociation qu'il pourrait ajuster. Ce sont en réalité des positions très fermes, dont l'Iran dit qu'il ne reculera absolument pas. Ce sont des impératifs. Oui. Donc de ce point de vue, si vous êtes dans une soi-disant négociation, mais que la position iranienne est inflexible, qu'elle n'est pas négociable, qu'elle ne peut pas être modifiée, qu'aucun changement n'est envisageable, alors à ce stade, celui qui devra changer et s'adapter, si l'on veut, disons, parvenir à une solution où le détroit est effectivement rouvert, ce seront les États-Unis qui devront faire des concessions. L'un des facteurs, comme vous l'avez vu dans la déclaration de Trump que j'ai lue, c'est qu'il croit réellement à cette absurdité selon laquelle l'économie iranienne est à l'agonie. Mais comme vous l'avez tous les deux souligné, les relations économiques avec le Pakistan, cette route commerciale, sont totalement ouvertes. La route commerciale avec la Chine, d'est en ouest par la nouvelle route de la soie, est grande ouverte. La route commerciale avec la Russie du nord au sud est grande ouverte. L'Iran n'est donc pas coupé du monde, ni isolé, comme il l'était il y a 10 ans quand le JCPOA était encore en vigueur. Donc ce qu'il faut surveiller, ce n'est pas tant ce que se disent l'Iran et le Pakistan. Le vrai sujet sur lequel il faut se concentrer, c'est le Pakistan et les États-Unis. Qu'est-ce qui se dit réellement?
Qui prend vraiment les décisions? Est-ce J.D. Vance ou Donald Trump? Pour l'instant, il semble que ce soit Donald Trump. Et tant que ce sera le cas, je ne pense pas qu'un accord soit en vue. Que pensez-vous du désastre total qui se profile lorsque la réserve stratégique de pétrole atteindra son niveau le plus bas? Elle en est déjà très proche. Oui, il reste encore quelques semaines. Ils vont attendre d'avoir les cheveux en feu pour vérifier s'il y a un extincteur dans la pièce. J'ai tendance à être d'accord avec vous. Cela pourrait prendre autant de temps, Larry. Mais je vous rapporte simplement que les personnes qui parlent aux Américains reviennent en disant « Eh bien, ils semblent écouter, ils semblent comprendre. » Et cela vient surtout de J.D. Vance. Cela prouve que Trump n'a aucun partenaire de négociation autour de cette table fracassée à l'heure actuelle. Ce sont les gens de J.D. Vance, n'est-ce pas? C'est exact, c'est exact. J'ai insisté pour leur demander, alors, est-ce J.D. Vance ou est-ce Trump? Et ils ont répondu que leur visibilité se limitait à J.D. Vance. Eh bien, étant donné que Tweedledee et Tweedledum ne sont plus dans le tableau, on peut appeler ça un progrès. C'est certain, parce que l'Iran a refusé de leur parler. Il a refusé de parler à ces clowns. Oui. Oui, il a catégoriquement refusé. Oui, je vais terminer par un point qui sera déterminant dans tout ça. Il concerne la crise économique mondiale. À l'heure actuelle, il y a une pénurie mondiale de kérosène, de carburant, aviation et de diesel. C'est mondial. Et ce n'est pas une question de disposer d'autres sources de pétrole brut acide nécessaires pour raffiner et produire le kérosène et ses carburants. Elle n'existe pas, l'approvisionnement a été coupé, 20% a disparu. Et cela dure maintenant depuis 3 mois, bientôt 4. Par conséquent, le prix du diesel et du carburant aviation augmente, particulièrement en Asie, mais aussi en Afrique et désormais en Amérique du Sud. Cela crée une crise économique mondiale. Les semi-vivriers dans l'hémisphère sud commencent à la fin de ce mois, au début du mois prochain, en septembre. Et où est l'engrais? Il n'y en a pas. La catastrophe économique mondiale qui se profile, c'est que Donald Trump continue de bloquer le détroit d'Ormuz et d'empêcher le rétablissement de... Ce dont nous parlons, c'est de rétablir la possibilité même d'avoir du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Parce que l'autre élément que les gens ne prennent pas en compte, c'est que les dégâts causés aux terminaux pétroliers, aux terminaux de gaz naturel liquéfié, aux autres points de sortie pour l'urée, le soufre, ont vraiment été considérables. Et la question est de savoir à quelle vitesse cela pourra être réparé. Et il y a 2 obstacles à cela. Les équipes de maintenance sous contrat, chargées de l'entretien et des réparations, ont quitté la région à cause du danger. Et les entrepôts où étaient stockées ces pièces de rechange ont été détruits lors de certaines attaques iraniennes. Donc, même si vous aviez le personnel et l'équipement, la capacité à réparer reste incertaine. Ainsi, si vous voulez, ce spectacle parallèle des négociations ignore le véritable tsunami qui va déferler sur le monde, et il s'appelle une catastrophe économique. À toi, Pepe. Non, non, non. Concluons. S'il vous plaît, concluons. D'accord. Eh bien, voici notre évaluation à l'heure actuelle en ce 12 août. Et malheureusement, elle n'est pas très optimiste. Je m'en remets à mes amis et collègues. Ils ont une grande perspicacité. Je vous ai donné mon point de vue qui est différent. Et si quoi que ce soit change, nous serons ici dès que nous le saurons. Sinon, nous serons là lundi comme prévu, avec Larry, mardi avec Pep, et mercredi, tous les 3. Donc d'ici là, au revoir.
S'il vous plaît, soutenez-nous. Rendez-vous sur notre chaîne Substack pour une modeste somme de $5 par mois. 2 fois par semaine, vous recevrez ce briefing de haute qualité directement dans votre boîte mail. Alors, merci beaucoup. Nous apprécions votre soutien et nous reviendrons si quelque chose de significatif se produit. Au revoir. Salut, santé. Merci à tous. Thanks. Cheers. Thanks, everybody.